Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 3e épisode de Passage en Force à la maison. Voilà, vous les aurez tous reconnus là ce soir, vu qu'avant on était seulement des voix que vous entendiez à la radio. Maintenant on est sur YouTube, du coup vous voyez nos têtes. Donc ce soir on retrouve Simon, Flo, Alex, Antoine et Jules. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien? Écoute, ça va. Ça va. Je ne sais pas si on y gagne vraiment au change à voir nos tronches, mais ça va. C'est ça le truc. Est-ce qu'on est vraiment mis en valeur quand on est sur YouTube? Je ne suis pas sûr. Et on retrouve aussi Clément, là, une nouvelle tête que nous avons ce soir. Clément qui est le co-fondateur de Café Crème Sport. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter et du coup expliquer un peu ce qu'est Café Crème Sport, s'il te plaît? Ah bah fondateur tout court même d'ailleurs. Bonjour les gars, bonjour à tout le monde. Ouais, bah j'ai créé le Café Crème Sport il y a quelques années maintenant et c'est parti comme vous d'ailleurs, c'est parti d'une émission de radio et puis ça se décline aujourd'hui sous la forme d'un site et d'une chaîne YouTube aussi. Donc voilà, on cause aussi basket bien sûr, mais pas que. On est un projet omnisport, donc on parle de foot, on parle tennis, on parle même sport tel que le biathlon des fois. Enfin voilà, vous voyez, on a un domaine un peu le plus élargi possible, mais on se fait nous aussi beaucoup plaisir. Et puis, comme vous, les gars, le basket me manque beaucoup. Donc, c'est un plaisir de pouvoir parler balle orange avec vous aujourd'hui parce que ça manque quand même. En tout cas, on voit que tu es un vrai fan de basket avec tous les maillots que tu as derrière. Ouais, voilà. Ça fait plaisir. Alors, on voit du Timberwolves, on voit quoi? Alors non, il y a là on a Dikembe Mutombo époque Nuggets juste ici. Après on a Larry Johnson aux Hornets, on a Penny Hardaway à Orlando et on a Michael Jordan à la fac juste ici. Et puis après on a Kobe aux Lakers derrière là-bas, etc. Et puis on a d'autres qui sont en frigo. Donc voilà. Ah, il y a un petit Nicolas Batum qui traîne aussi à Portland, non? Exactement là-bas, bien joué. Exactement. Bon, en tout cas, bienvenue. Merci les gars, merci de l'invitation. Tu vas passer un bon moment avec nous. Alors ce soir au programme, en fait j'ai l'habitude de dire ce soir, mais en fait là vous pourrez regarder n'importe quand puisqu'on est sur YouTube et il n'y a pas d'heure pour regarder. Nous continuerons notre série sur le bilan des franchises avec ce soir le club de la capitale de l'État de la Californie qui est Sacramento, donc les Sacramento Kings. On enchaînera avec les magnifiques élucubrations. Voilà, fallait que je le. Ça faisait longtemps. Ouais, fallait que je le fasse. Élucubrations d'Antoine. Et ce soir, qu'est-ce que tu nous as préparé, Antoine? Comment dire? On a eu une petite section là, durant les 2 dernières émissions où on présentait l'aspect un petit peu plus culturel du basket et ce que vous pouviez regarder, écouter, lire en tant que fan de NBA pendant le confinement. Exactement. J'ai trouvé un truc un peu entre les deux, on va dire. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Ça s'appelle Basketball Wives. Ok. Oh là. Ok. On finira Ce n'est pas une catégorie d'un site porno. Non. Je préfère prévenir. Non. On finira comme d'habitude avec un petit jeu, un petit quiz préparé ce soir en l'absence de Gina par Simon. Donc, est-ce que tu as fait des questions aussi difficiles que la semaine dernière? Parce que la semaine dernière, c'était quand même pas mal dur. Hein. Un enfer. C'était un enfer. Je pense que ce sera un petit peu plus simple quand même. Ok. Merci. À mon avis, on a un nouveau concurrent ce soir qui va être assez fort. On va commencer. C'est pas sûr. On va commencer. Le mec a un maillot de Larry Johnson quand même. Hein. Ouais. Un gars sûr. Ah bah oui. Voilà, forcément, ça te plaît, toi, Flo. Il a joué dans 2 vrais clubs qui s'appellent Charlotte et New York. J'ai un maillot de Carmelo Anthony dans le frigo d'ailleurs, hein, si besoin. Oh, tu vas faire plaisir à quelqu'un là. J'ai vu, ça s'est remonté tout de suite. Là. Il est floqué, mais le mien aussi. Hein. Très bien. Et bien, avant de passer à tout ça, on va commencer avec des news. Avec toi, Simon? Allez, c'est parti. Petit jingle. Ce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table. D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là, c'est une table ronde. On commence ces news avec les débuts d'un mouvement qui pourrait faire trembler la planète basket, Simon. Ouais, alors son nom ne vous dit probablement rien pour le moment. Pourtant, il y a des dents qui ont claqué dans les bureaux des dirigeants de la NCAA ces derniers jours. C'est Jalen Green. C'est aujourd'hui le meilleur lycéen de sa génération, le meilleur lycéen de son pays également, les United States of America. La suite logique des choses aurait voulu qu'il passe quelque temps dans une franchise présente en NCAA, justement, mais c'est pas le choix qu'il a fait. En fait, au lieu d'aller fouler les parquets universitaires américains, il ira exercer
en G-League et plus précisément dans le programme développement de la G-League. Alors on vous le rappelle, si jamais vous ne voyez pas, la G-League, en gros, c'est la ligue mineure de basket, toujours dirigée par la NBA évidemment. Et il a d'ailleurs été rapidement suivi dans son mouvement par Isaiah Todd, un autre nom à noter dans les petits jeunes qui feront l'avenir de la ligue majeure d'ici 2 à 3 saisons. Et avant lui, en fait, d'autres joueurs ont choisi de ne pas passer par la case NCAA. On peut citer parmi eux LaMelo Ball ou encore R.J. Hampton, qui eux ont fait un choix encore plus radical puisqu'ils ont pris l'avion direction l'Australie avant l'étape de la draft. Alors on rappelle aussi qu'avant d'être éligible à une entrée en NBA, les lycéens doivent faire une année au minimum après le lycée et jusqu'ici, la plupart la faisaient en NCAA. Donc c'est-à-dire que 2 futurs prospects de la draft choisissent la G-League plutôt que la NCAA en fait, c'est ça? Ouais. Et pourquoi? C'est ça. Rappelez-vous l'émission. Il n'y a pas une histoire Attendez, je vais vous Il y a une histoire d'argent derrière. En fait, Quoi? Dans The Last Dance, c'est bien marqué. À l'époque, la draft était présentée comme NBA College Draft. Oui, mais c'est moins le cas maintenant. Voilà. Mais justement, on va y venir. En fait, de plus en plus, la G-League est de plus en plus intéressante au niveau des lycéens, notamment grâce à ce nouveau programme de développement qui a été mis en place là. C'est un peu particulier, en fait, mais les joueurs qui sont fraîchement sortis de lycée tel Jalen Green, en fait, ils vont évoluer en G-League sans vraiment évoluer en G-League. En fait, c'est une sorte d'académie du basket pour les jeunes où le joueur va évoluer au sein d'une équipe de G-League, mais qui ne fait pas partie du championnat de la Ligue et qui n'est pas non plus affilié à une franchise NBA comme peuvent l'être beaucoup d'équipes en G-League. En fait, la saison elle va se composer de workouts entre ses futurs prospects, de workouts avec des vétérans également. Il y aura une vingtaine de matchs d'exhibition contre des vraies équipes de G-League et d'autres équipes, d'équipes nationales et autres. Et en fait, tout ça, ça va être coaché par des coachs pros. Et le point le plus intéressant, c'est justement le salaire, puisqu'en participant à ce programme, nos futurs prospects toucheront tout de même la bagatelle de $500,000, qui peuvent également, et il faut aussi noter qu'ils peuvent signer des contrats avec des équipementiers, qui peuvent se lier avec des agents. Bref, poser tranquillement les bases de leur futur en NBA. C'est pour ça, je me doutais bien, parce qu'en fait, si tu n'avais pas cette histoire de thunes, c'était obligé, parce que si tu n'avais pas cette histoire de thunes, ils n'ont aucun intérêt à pas aller en université, puisqu'on sait que la NCAA, c'est, au niveau des États-Unis, c'est beaucoup plus suivi que la NBA, par exemple. Tu vois. En termes d'audience, ça explose tout. Et pour le moment, ça commence à fatiguer. Non, mais historiquement, la NCAA, c'est vraiment, tu vois, moi, pour en avoir déjà parlé avec des Américains, le sport pour eux, c'est à l'échelle vraiment universitaire, tu vois. C'est vraiment ça qui les passionne. Je te jure que là-bas, c'est 10 fois plus populaire. Et en fait, le truc, c'est qu'ils acquièrent une telle visibilité quand ils sont. Bon, il y a toujours des exceptions, genre LeBron James, tu vois, mais en fait, quand ils sont NCAA, ils atteignent une telle visibilité. Et tu sais que la hype, c'est hyper important aussi pour la draft. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'ils passent pas par la NCAA, tu vois. Mais justement, mais le problème, il est plus global que le problème de salaire, parce qu'il y a le problème de salaire contre lequel des joueurs ont commencé à élever la voix cette saison aussi, mais il y a aussi le problème de traitement des joueurs, parce que la NCAA se veut un championnat amateur à 100%, et donc du coup, ils interdisent à leurs joueurs d'aller choper des agents et d'aller choper des équipementiers avant d'arriver en NBA. Ce qui fait que du coup, le joueur NBA, certes, il arrive en tant que freshman, mais du coup, il a eu le temps de rien voir avant, c'est-à-dire qu'il ne sait pas à quoi ça va ressembler sa vie d'après. Enfin, il sait par des on-dit, des machins, mais en tous les cas, il n'a pas eu le temps de se choper un agent, il n'a pas eu le temps de se choper un équipementier, il a eu le temps de rien du tout, et il n'a pas eu le temps de se faire de la thune non plus avant, ou en tous les cas pas assez au niveau de ce que la NCAA représente, tu le disais justement, en termes d'audience, en termes de hype et en termes de popularité. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là, et pour le moment la G-League est petit à petit avec son programme de développement en train de choper des lycéens, à voir jusqu'où ça va aller, parce qu'on n'y est pas encore. Ça va être mis en place à partir de cette saison. On ne sait même pas encore à quoi ça va ressembler. C'est joli sur le papier, dans les faits, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Et surtout, on peut attendre un move de la part de la NCAA aussi, qui ne va pas se tourner les pouces en regardant la plupart des futurs prospects et les petites pépites lycéennes se barrer gratos, soit de l'autre côté de la terre, soit en G-League. Enfin, ce serait étonnant en tout cas. Après, on est éligible à partir de quel âge? On sera éligible à partir de quel âge? T'es éligible à partir au programme de développement, t'es éligible à partir du moment où tu quittes le lycée. Ok. Mais mais moi, je pense à ce problème-là, c'est aussi pour protéger les joueurs qu'on les a peut-être pas mis dans le bain direct de la G-League, et peut-être que en y arrivant trop jeune et en ayant justement
les avantages, mais aussi les inconvénients, tu vois, d'avoir un agent, d'avoir un équipementier, d'avoir toute la pression financière enfin, sur tes épaules. Moi, après, je sais pas. Ouais, il y a des avantages, ouais, mais il faut voir aussi toutes les modalités et tout, parce que tu as des joueurs qui Après, peuvent faut savoir exploser, justement. Enfin, qu'ils sont ouais, Ils ont, vas-y. ils ont un petit peu d'expérience quand même avec les qui vont être draftés, équipementiers. ils sont accompagnés en amont. Ils sont accompagnés, Attends, on leur Vas-y, explique Alex, déjà. reprends. J'avais commencé à parler. Reprends, Alex. De- On a parlé en même temps. Ah, pardon. Non, je voulais juste dire que les gros prospects qui vont arriver en NBA, qu'on sait qu'ils vont être draftés, généralement, ils ont un accompagnement un peu en amont, tu vois, déjà pour leur entrée, entre guillemets, en NBA. Bah, ils ont déjà une première Pour le expérience tour, avec tu les vois. équipementiers. Les équipementiers, eux, s'occupent de l'équipe au global et utilisent leur visage, leur image pour plein de contrats. N'oublions pas que la NCAA, ça rapporte des millions et des millions, des centaines de millions de dollars à chaque université après. Exactement. À chaque université, pas à chaque universitaire. C'est bien ça le problème, justement. Ah, j'ai dit université. Ouais, Oui, il a merci. dit Oui, pardon, université. j'ai entendu universitaire. Pardon. Mais c'est Parce pas que un- je pour moi, parle c'est des pas, lycées pour en moi, c'est pas un octobre. problème qu'ils soient pas payés. Ils sont dans leurs études, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, mais à côté, Après, c'est sûr que quand tu regardes, côté, ça génère beaucoup d'argent, c'est vrai, mais bah oui. Et puis à côté, théoriquement, ils sont dans leurs études, hein. à côté, t'as la copine qui te dit, moi, je te propose 10 fois plus, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que je comprends leur choix de partir, parce que eux, tu sais, ils se disent, bah, je peux me faire 500 000 $ de salaire sans passer, enfin, en attendant la NBA. Ils y vont forcément. Je me doutais bien qu'il y avait une histoire d'oseille derrière ça. Ah, puis, Ouais. quand on connaît un peu l'histoire de la NCAA, on se souvient, enfin, on connaît tous un peu ce fait du joueur qui jouait à Michigan State, qui est passé ensuite par Sacramento, j'ai plus son nom, Chris Weber, qui lui, un jour, s'est retrouvé justement devant une fameuse boutique où on vendait son maillot à Michigan à 80 $, alors que lui, c'était la fin de mois, il n'arrivait pas à se nourrir. Il disait, c'est là où tu vois même si malgré qu'ils aient quand même des bourses, parce qu'il ne faut pas oublier que l'université leur offre quand même une bourse quand même à ces joueurs-là, ils ont des fonds, mais c'est vrai que par rapport à la manne d'argent que ça leur apporte et par rapport à ce qu'ils touchent, c'est dérisoire, quoi. C'est dérisoire. Donc, c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs vont soit jouer à l'étranger, comme on disait, soit en Australie. Enfin, t'en as qui vont jouer en Chine. On avait l'exemple d'un Français qui avait été faire sa carrière en Chine avant de sauter le grand pas vers la NBA. Enfin, aujourd'hui, ça reste principalement financier et question de droit d'image et puis le fait que voilà, tu peux entre guillemets te présenter à la draft en ayant un agent entre guillemets, comme dit Simon, entre guillemets, tu mets déjà un pied dans le business, tout en sachant que voilà, même si tu fais pas forcément carrière, au moins tu récolteras un peu d'argent. Ce qui est le problème aujourd'hui où tu as plein de joueurs qui peuvent arriver en NCAA, qui pourraient faire une très grande carrière NBA, mais qui se blessent et qui malheureusement bah voilà, se retrouvent dépourvus de tout ça. C'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand un joueur se blesse, perd sa bourse aussi d'études. Donc aujourd'hui, ce système-là, pour moi, est amené à disparaître. Ou en tout cas à évoluer à terme s'ils veulent que la NCAA continue. Et donc, ça va falloir que ça évolue, c'est sûr, mais la NCAA continuera de considérer ces joueurs-là comme étudiants-joueurs, étudiants premiers. Donc, il y aura toujours une question d'argent qu'ils ne verseront pas malgré tout le fric qui se font en matière de droit d'image sur ces joueurs-là et de merchandising qui est vendu durant toute la saison. Et toutes les saisons. Vous voyez qu'ils ont des cours à côté universitaire. Ouais, avoir le truc. Je crois que tu as observé le truc, toi aussi, Clément, de ton côté, non? Ouais, de quoi, pardon, Simon? Non, je te demandais, tu as observé le truc, toi aussi, de ton côté, on en parlait là, tout à l'heure. Ouais, en fait, le modèle de la NCAA est vachement intéressant. Je pense que de toute façon, ça c'est qu'une question de mois. Ça va pas durer très longtemps avant que la NCAA réagisse et accède aux demandes des joueurs. La NCAA a un cadre très établi, structurellement très fort. En fait, moi, j'ai peur que les joueurs qui vont vers d'autres directions, notamment celle-ci avec les workouts, etc., quand tu commences à avoir un agent, on le voit dans d'autres disciplines, par exemple l'exemple de la boxe, où on a des boxeurs qui ont un entourage, qui changent d'entourage parfois ou qui prennent un agent très tôt, ça les déconstruit parce qu'en fait, ils ne sont plus du tout les maîtres de leur carrière. Donc, j'ai peur qu'en fait, avec le basket, on tende un petit peu vers ça dans un premier temps. Les joueurs que tu as cités, Simon, dans ta chronique, j'ai peur en fait qu'ils se mettent un entourage qui est trop influent sur leur propre développement à eux. J'en ai un petit peu peur. La NCAA, l'avantage, c'est que, par exemple, Zion, il a fait son année à Duke. Il est arrivé dans une structure hyper établie. Il l'a choisi, certes, mais il est arrivé avec Mike Wisniewski. Il est arrivé vraiment avec un cadre et ça l'a développé en tant qu'être humain aussi. J'ai peur, en fait, que ces joueurs qui partent vers d'autres horizons se déconstruisent un petit peu dans leur esprit et qu'ils arrivent avec un boulard pas possible et surtout qu'ils ne soient pas prêts à sauter le pas.
il y a beaucoup de joueurs les busts dans les histoires de draft, on en connaît tous. Que ce soit les franchises qui choisissent mal ou que ce soit les joueurs qui s'inscrivent trop tôt. Kwame Brown, par exemple, qui a sauté le pas, qui a été choisi je crois que c'est le premier choix de l'année 2000. Voilà, il s'est cassé la gueule parce que c'était trop tôt pour lui. Il faut surtout pas considérer les gros talents comme des valeurs sûres pour la NBA de demain. J'aime la NCAA dans le sens où elle donne un cursus avec des fondamentaux vraiment bien en place. Après, c'est le joueur qui fait ou non sa carrière. J'ai juste peur que les joueurs se déconstruisent en allant vers une solution de facilité financière que je peux comprendre, parce qu'il y a énormément de joueurs NBA qui sont dans des situations familiales très compliquées, certains qui sont avec un seul membre de leur parenté, certains qui n'en ont même pas du tout, certains qui ont grandi dans des quartiers très difficiles. Je comprends en fait cette idée de se réfugier vers la pérennité financière, mais il ne faut pas oublier aussi ce que la NCAA apporte structurellement aux joueurs. Donc, je pense que l'économie de la NCAA va rendre aux joueurs ce qu'il leur apporte. Je pense que ça ne durera qu'un temps et qu'un nombre de mois défini. Quand tu vois le nombre de personnes, le nombre de coachs et le nombre de personnes de front office d'équipes universitaires qui vont en NBA derrière, c'est que le monde est similaire. Les prérequis sont similaires et c'est la voie royale pour arriver en NBA. Même si le choc peut être important pour les rookies lors de leur première année en ligue, la NCAA, ça leur a quand même apporté des bases fondamentales sur le basket américain au global. Ouais, et puis en plus, sur la compétition à haut niveau aussi. Ouais. T'en as qui vont éclore plus tard. Le tout dernier exemple en date, tu as Chris Boucher, par exemple, qui a explosé là, cette année aux Raptors, qui n'a pas réussi à se faire drafter. Il a tenté sa chance en G-League. Siakam, c'est pareil avec les Raptors. C'est des joueurs qui vont évoluer sur le tard. En NBA, on se met trop en tête qu'à 18 ans, si tu n'es pas prêt, tu ne seras jamais prêt, etc. En fait, on a mis trop de… C'est peut-être le défaut aussi de la NCAA, du système NBA, c'est qu'on range trop les joueurs dans des classes d'âge et ça pose des problèmes aussi. Donc, si les joueurs… il faut qu'ils aient la deuxième chance G-League, quoi. Tu as des maturités qui sont différentes. Tu vois, il y a un prospect qui va se présenter à la prochaine draft. Là, c'est Obi Toppin. C'est un mec de 22 ans, tu vois. Il a fait tout son cursus universitaire. Et c'est un mec qui a pas forcément un talent fou, mais qui compense par un travail acharné. Et ouais, tu sens que le mec, il a une maturité qui est un peu plus tard. Il a peut-être un palier qui est un peu plus bas, dans le sens où ça va peut-être pas devenir un franchise player, mais le fait qu'il ait ces 5 années d'université, lui, au final, il a vraiment fait step by step. Et là, maintenant, il est vraiment prêt à se pointer devant la draft. Regarde son diplôme aussi. Ouais. C'est clair. Et son diplôme, comme dans beaucoup de sports, si tu limites le temps passé après les 18 ans du joueur, forcément, il va sortir sans aucun diplôme après sa carrière et ça va réduire ses chances. Ouais, c'est clair. On les pousse à aller en NCAA, en basket universitaire, tout ça pour ne pas finir l'université. Ça perd de son sens. On va enchaîner avec les prospects, Simon, parce que du côté des dames et donc de la WNBA, s'est déroulée déjà la draft 2020. Ouais, une draft un petit peu particulière pour plusieurs raisons, deux principales. La première, c'est qu'elle s'est déroulée à distance, confinement oblige, pas de grande salle, pas d'immense cérémonie avec toutes les joueuses présentes. Un peu comme nous d'ailleurs, à base d'appels visio, de visioconférences, très peu de personnes présentes directement sur place. Et particulière aussi et surtout parce qu'elle a été grandement dédiée à Gigi Bryant, Gianna, la fille de Kobe, qui est décédée tragiquement dans un accident d'hélicoptère au début de cette foutue année 2020. Ouais. Foutue année 2020 qu'on attend tranquillement qu'elle se termine. La meneuse de Newport Beach, elle a été sélectionnée à titre honorifique en second pick par la Adam Silver version féminine, Katie Engelbert. Un hommage qui a été également rendu à Lisa Altobelli et Peyton Chester, qui sont décédés en même temps dans le même accident. Là, je vais citer notre amie Katie Engelbert. Des joueuses qui suivaient leur passion, développaient une connaissance du jeu, montraient des capacités qui dépassaient largement leur âge, qui représentaient la nouvelle génération des stars de notre ligue, ce qu'on aurait peut-être appelé la génération Mambasita. Il y avait la maman de Gigi qui était également présente, Vanessa. Elle a dit quelques mots pour remercier la ligue de cet hommage. Elle a encouragé également les picks 2020 de la draft avec des mots sobres: travaillez dur, ne vous reposez jamais, utilisez la Mamba mentality. Et à noter qu'un trophée a été créé à l'occasion, le Kobe et Gigi Bryant Advocacy Award, qui récompensera celles et ceux qui contribuent à la promotion du basket féminin, dont les premiers seront remis lors du All-Star Weekend 2021, All-Star Weekend féminin, évidemment. Ouais, évidemment. On aura un trophée, tu penses? Nous, non. nous, ça fait 2 saisons qu'on promet de parler plus largement de WNBA et on en parle 5 minutes par saison. On n'a pas parlé beaucoup, non, c'est clair.
Mais l'année On va prochaine. faire des efforts, hein, promis. Ouais. Mais non, mais même pas l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on a notre ami Gina qui n'est pas avec nous ce soir, qui nous a promis de faire des papiers réguliers sur la WNBA. Donc on lui fait confiance. Et je lui apporterai mon aide. C'est moche de lui confier les responsabilités, sachant qu'on est tous les mecs et que du coup, elle se tape la WNBA. Mais bon, autre débat. C'est moche, c'est bien que quelqu'un se propose. On enchaîne avec les news basket autrement. Il y a une petite révolution qui se prépare sur le League Pass pour les saisons à venir. Ouais, une petite révolution assez agréable, hein, le League Pass, cet outil fabuleux qui coûte et un bras et une jambe, mais qui nous permet quand même de regarder les matchs où on veut, quand on veut, les matchs qu'on veut sur plusieurs années en retard, donc c'est quand même pas dégueu. Et en fait, ils sont toujours en recherche d'amélioration, en quête de plus de clients aussi également, on va pas se le cacher. Et ils ont conclu un partenariat avec Microsoft, un partenariat qui va être plutôt chouette et qui va permettre de suivre en live les stats, les systèmes lors de matchs carrément en direct. En gros, comme si on jouait à 2K, avec les systèmes qui vont s'afficher quand les joueurs bougent, les stats qui vont s'afficher au-dessus des joueurs. On va vraiment avoir l'impression de mettre un match de 2K avec l'intelligence artificielle de Microsoft, qui est quand même une des intelligences artificielles les plus développées du marché aujourd'hui. Et ça risque de pas être dégueu. Donc Mais voilà, il y avait déjà ça dans le mode coach team, dans le mode coach. Ouais, mais c'était Là, moins. mais voilà, poussé, c'est ça, parce que le problème, c'est que le partenariat n'était pas encore conclu avec Microsoft, et donc du coup, ils avaient développé une espèce de technologie propre à eux et qui n'était pas archi fiable, qui pouvait planter en cours de match et qui était certes bien, mais qui avait des aspects négatifs beaucoup plus nombreux que d'aspects positifs. Du coup, ils l'avaient arrêté assez tôt de mémoire dans la saison, ou en tous les cas, ils avaient réduit la voilure là-dessus, et là, ils vont conclure un partenariat avec Microsoft donc pour la saison prochaine, et ça risque vraiment de tout défoncer. Et tu faisais la comparaison avec 2K, tu vas pouvoir suivre un joueur en particulier également avec cette technologie. Oui, c'est ce qui est annoncé sur le communiqué avec Microsoft Azure et le partenariat donc avec le League Pass. Mais les possibilités sont quasiment illimitées avec les technologies qui vont être mises en place sur cette plateforme-là. Qu'est-ce que le League Pass de côté plus cher ou pas? Ça me plaît pas beaucoup, non. Qu'est-ce que j'aurais aimé être un gamin en regardant ça, gros, par contre? Un gamin. Ouais, pour avoir notion des systèmes, en fait. Ouais, c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui est inné chez certains, mais pas forcément inné pour tout le monde, tu vois. Et là, tu vois les systèmes en live, gros. Surtout que toi, les coachs qui veulent apprendre à leurs jeunes joueurs, par exemple, que ce soit au lycée ou justement à l'université, c'est vrai que pour le coup, apprendre les systèmes de base, pick and roll, pick and pop, défense en zone. Après, il faudrait faire ça. On en voit encore un peu en NBA, mais c'est vrai que oui, ça va être surtout, je pense, pour tout ce qui est visionnage de matchs. Moi, j'avoue que j'aime bien le principe, mais je pense pas l'utiliser quand je regarde des matchs. Ouais, ça me plaît pas de fou non plus. Moi, je suis pas fan du. Après, je comprends l'intérêt du truc parce que c'est vrai que ça va rajouter un peu le côté interactif, et c'est vrai que aujourd'hui, quand tu regardes des gamins de 12, 13, 14 ans, ils adorent ça, tu vois. Donc, je comprends l'intérêt marketing, l'intérêt commercial. Moi, après, personnellement, je l'utiliserai pas, mais par contre, c'est vrai que ça peut toujours être intéressant si tu es coach, par exemple, tu entraînes une jeune équipe, tu fais tu dis aux jeunes, tu fais déjà on va regarder des matchs des joueurs que vous adorez regarder, apprenez les systèmes, déjà ça va être beaucoup plus simple d'apprendre, tu vois. Je pense que mais c'est un cadeau du ciel pour les parieurs aussi, hein. Exactement. Ça reste c'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est là si tu as envie, quoi. Voilà, mais c'est marrant parce que nous on a le côté co-spectateur, mais ça me surprend, Clément, parce que toi tu as le côté joueur aussi, parce que tu joues de ton côté au basket en club. Moi je pensais que ça t'aurait saucé ce genre de truc. Oui, non, parce que déjà, tu vois, d'un simple point de vue technologique, il y a énormément de monde cette année qui a été gavé par le simple fait qu'on ait l'espèce d'horloge au niveau du dessus de la ligne des lancers francs là, sur le demi-cercle. Tu sais, tu avais un compteur et ça a saoulé beaucoup de monde. Ça, c'est dans le domaine global. Moi, ce qui me pose problème par rapport au système, alors oui, moi, bien évidemment, ça m'intéresse parce que même cette année, je l'ai décortiqué et ça m'intéresse et j'adore ça. Mais le problème, c'est que les systèmes, tu en as 250. Ah oui. Je veux dire que, par exemple, tu vois, tu regardes, je sais pas, des équipes comme le Heat, les Lakers, des équipes avec des coachs qui ont une science tactique particulière. Les mecs vont te prendre un temps mort qui soit de 20 secondes ou de 60, qui dure 3 minutes. Ils vont te faire un système pour une seule action. Oui.
le système va marcher, c'est très bien, tu vas l'analyser, mais je veux dire, c'est des systèmes qui sont en général pas viables dans le temps d'un match, parce que c'est des systèmes qui vont surprendre et pas qui vont surprendre dans le temps long d'un match. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai peur en fait que les systèmes, on est un peu comme au foot là, tu sais, où on te fait la déification des mecs qui parlent tactique. J'ai peur qu'au basket, on ait des nouveaux scientifiques des nouveaux scientifiques de la tactique, alors qu'en fait, c'est des systèmes qui sont viables sur une possession, notamment par exemple les touches fond, les touches côté, qui sont des systèmes voués à une seule attaque, parce qu'après, c'est facilement lisible. Et du coup, en fait, les gens s'y perdent un peu, parce que les systèmes, vraiment, il y en a, mais énormément. Déjà, un seul système au basket, tu peux le transmettre sous 3 ou 4 formes différentes. C'est ça. Donc, je veux dire, je ne sais pas si en termes de lisibilité, c'est viable. Après, voilà. Enfin, si on pouvait exporter quand même le concept de la palette à doudous aux États-Unis en NBA, ce serait quand même pas mal. Mais par contre, après, je vois surtout ça comme outil pour un second visionnage. Tu as vu un super match. Le 4e carton, le 3e carton, c'est là où tout a basculé, ou alors le carton était ouf. Tu as envie de voir comment ça s'est construit. Tu as envie de regarder encore une fois des matchs de légende, des Spurs en 2013 et 2014 face à Miami, par exemple. Et tu veux voir comment ça s'est fait. Bien entendu, il y a déjà des vidéos sur YouTube où il y a des gens qui analysent ça. Et là, tu te fais t'approprier. Pour un second visionnage, c'est parfait. Par contre, après, vu le niveau, le nombre d'informations qui vont être jetées à la figure en plein milieu du match, c'est déjà que pendant le match, il y a plein de choses à voir, tu vois. C'est clair. C'est clair. Ouais. Après, ça peut aussi te permettre de prendre un peu de recul, tu vois. Et des gens qui vont être focalisés que sur la balle, et ben en fait, tu as quand même toutes les coupes. Souvent des coupes de fond ou alors des curls entre des. Le jeu sans balle. Des fois, c'est que des leurres, quoi. Des fois, c'est juste des leurres, les courses. Ouais, bien sûr. En tout cas, on aura une saison pour se faire à ce nouveau système tranquille, pépère, Mathieu. Exactement, mais ce sera. C'est beaucoup aussi pour qu'ils gagnent un peu d'argent quand même. Je pense que c'est pas mal ça la finalité du truc. Et justement, en parlant d'argent, il y a le maillot de Jordan qui a été vendu la semaine dernière. Ouais, on rappelle que c'était l'un des maillots portés par Jordan avec la Team USA de 92 aux Jeux Olympiques, signé et tout, donc vraiment pépite quoi. Le prix de base, il était de $25 000. La semaine dernière. Pas lavé, effectivement. Le prix de base, il était de $25 000 et il est parti le 19 avril dernier pour la petite bagatelle de $216 000. Voilà, toujours dans des sommes folles. Ça fait cher. Quand on a dit que ça allait augmenter le prix, je m'attendais pas à ça non plus. Mais... Moi, je m'attendais à un petit 150 000, mais 216, pas du tout. Toujours en parlant de sommes. C'était blindé tous les jours. Oui, non, mais effectivement, toujours dans les sommes folles. Toujours en parlant de sommes folles, cette fois-ci pour la bonne cause, certains copains de l'NBA participent au All-In Challenge. Alors le principe, il est simple, c'est proposer soit aux enchères, soit sous une forme de tombola, et donc au plus offrant, un cadeau archi cool, et la somme ira directement pour la lutte contre le Covid-19. Et s'il fallait garder qu'une seule belle initiative parmi toutes celles qu'on avait fleurir sur les internets mondiaux, c'est celle de Mark Cuban, le proprio des Mavs, qui offre la possibilité de gagner un contrat d'1 jour dans la franchise. En fait, il suffit d'acheter un ticket à $10 pour avoir une chance, dans la limite de 1000 par personne. Et après, tu peux poser ton fessier à côté de celui de Kristaps ou de Doncic, être dans la ligue de départ où tout le monde se check, et tu peux même shooter un lancer franc pendant le game. Donc, voilà. Autant te dire que tu n'as pas intérêt à le couper si tu tires à lancer franc. Oh mon pote, tu perds une qualif en playoff à cause d'un lancer franc de merde. Attends, tu penses qu'ils vont te faire arriver en playoff, mais t'es malade. Non, tu perds une qualif en playoff. Genre, mais ils ne feront pas shooter un lancer franc. À un moment, Mark Cuban, il a envie des playoffs. Il n'a pas envie qu'un bouseux du Kentucky vienne lui bousiller sa saison. Il va te faire shooter sur un vieux match contre les Knicks, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois que les Knicks, ils ont battu les Mavs, mec, cette saison. Fais gaffe. 2 fois. 2 fois en 10 jours. Merci. J'avais chialé, en vrai. Merci. Surtout qu'en plus, Jules, tu te rappelles, c'était la série de défaites, comme il y en a beaucoup, de New York, mais ils avaient tout perdu, mec, sur leur road trip. Et je crois qu'ils avaient gagné qu'à Dallas. J'étais refait. Oui, mais mec, c'est abusé parce qu'à ce moment-là, on était 3e, je crois, à l'Ouest, et on avait genre une défaite depuis le début de la saison, mec. C'était, j'avais pété un c'est pas juste après avoir tapé les Lakers en plus, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Il y a moyen en Sunday Light, en SNL, grave. Bon, en tout cas, je crois que Simon, tu as une dernière news à nous faire partager. Eh ben, j'en ai même 2, si tu veux. 2. La première, c'est toute petite news. Oui, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Le prix de la photo sportive de l'année qui a été remis à cette photo magnifique de Kawhi pendant les playoffs de la saison dernière. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, vous avez la photo sur l'Instagram. Il regarde son lancer là. Il regarde l'arceau comme ça.
Il a accepté, il regarde si le. J'en pleure encore la nuit. Donc voilà, c'est dispo sur l'Insta, c'est dispo sur l'Instagram de Passage en Force. On est très actifs en ce moment, donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. Et enfin, le tournoi le plus pété de l'année, le tournoi NBA de Horse, qui a été remporté par Mike Conley. Et là, je m'étendrai pas sur le sujet pour des raisons de qualité du tournoi qui était juste à chier. Voilà. Oui. On en parle de podcast ou pas? Non, on n'en parle pas. Non. Non. Et pour le respect du bonhomme, on n'en parle pas. On va éviter de faire de la mauvaise com. Ouais. Et du coup, Jules, tu avais une dernière info importante que tu as eue là Ouais, bah, j'ai lu ça. Enfin, c'est un pote qui m'a envoyé ça par message parce qu'il a pensé direct à moi. Alors, comment s'appelle-t-il? Merde, j'ai perdu son nom. Tu racontes ta vie là. Ouais, non. En fait, c'est un ancien basketteur, commentateur de NBA. Maintenant, vous l'avez forcément vu commenter des matchs si vous les regardez en VO. Oui, commentater. Ouais, c'est magnifique. Il a proposé l'idée folle sur un tweet et ça a fait réagir tout le monde de faire des playoffs à 30. Oui. Ah oui, tout le monde en playoff, ouais, exact. Façon NCAA, justement. Et tout le monde a surréagi dans tous les sens. Donc forcément, quoi. Mais en vrai, je trouvais l'idée pas dégueu parce que du coup, lui, il prépare... Enfin, en gros, il voulait faire exactement le mode de la NCAA, c'est-à-dire playoff à 30 avec un Final Four et que des éliminations directes. Donc ce serait que des game sets tout le temps. Et avec possiblement un Golden State champion, par exemple, tu vois, qui pourrait être marrant. Ah, ça serait drôle. Avec Egoman en titulaire. Ouais, avec un méga pic de draft en plus en fin d'année, donc t'es refait. Oh bah là, ils sont bien pour construire Golden State cette année. Il y a pire comme situation. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que c'est envisageable voilà, comme playoff à 30? Ah, c'était une petite idée folle, on va dire. Ouais, après, non, ça se fera pas, mais c'est rigolo, quoi. Mais ce serait ouais, bon. voilà, c'est ça. C'est sympa à entendre quand même. Oui. Bon, merci Simon pour toutes ces news. On passe maintenant à notre série sur les bilans des franchises avec aujourd'hui, du coup, les Sacramento Kings. Une équipe avec un palmarès assez maigre, hein, on ne va pas se mentir, seulement un championnat en 1951. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut en faire comme bilan aujourd'hui? Les Kings, qu'est-ce que ça vaut? Je crois que c'est Alex. Les Sacramento Kings, déjà. Les Sacramento Kings, ouais. Déjà, on va rappeler leur position actuelle dans la Ligue. Ouais. Donc, ils sont 3e de leur division, division Pacifique. Ils sont 11e de la conférence Ouest. Leur bilan, il a 28 victoires pour 36 défaites, donc 43% de victoires, à peu près. Oui, 43% de victoires. Ils sont juste en dessous ils sont juste en dessous des Pels qui sont 10e, ils sont juste au-dessus des Spurs qui sont donc 12e. Faut rappeler que ils avaient eu un début de saison hyper compliqué. Et catastrophique même. Même catastrophique, ouais, on peut le dire, voilà. On peut se le dire. Hein? On peut le dire, t'inquiète. Il n'y a pas de censure là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, pas du tout le début de saison qu'ils attendaient. Surtout qu'ils avaient quand même pas mal amélioré leur cas la saison dernière. Donc franchement, là, on les attendait un petit peu à plus haut niveau que ça au début de la saison. Malgré tout, ils n'ont pas une seule série de victoires de plus de 3. Enfin, ils n'ont pas fait plus de 3 victoires de suite dans toute cette saison. Donc c'est quand même, niveau régularité, c'est pas, on va dire, c'est pas optimal. Cependant, il y a eu Pardon. Merci. Cependant, il y a eu du tâche qui a été fait en cours de saison. Ken Bazemore et Alex Len sont arrivés d'Atlanta. Bogdanovic est rentré dans le 5 en cours de saison. Et enfin, Buddy Hield a été mis sur le banc en tant que 6e homme de luxe. Même si on sait qu'il n'était pas très content de ce choix. Mais ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, il apporte de super choses en sortant du banc. Donc l'effectif tournait beaucoup mieux. Il y avait un très bon Darren Fox qui était vraiment sensationnel sur la deuxième partie de saison. Et les Kings sont revenus donc du coup dans la lutte pour les playoffs. Bon, malheureusement, cette ascension a été stoppée puisque, comme vous le savez, la saison a été arrêtée net. Donc on ne sait pas vraiment le potentiel que peut avoir cette équipe, étant donné qu'il y a trop de paramètres en fait
Enfin, on peut en parler après, mais il y a trop de paramètres, je trouve, qui rentrent en compte. Ils partent très mal. Il y a du mieux. Ça grimpe. Ils sont en lutte pour les playoffs. Mais finalement, Ouais. tu peux pas vraiment savoir leur potentiel. Il Parce y que la a, saison, il y a, ouais, il y a deux grosses blessures quand même. Enfin, Marvin Bagley qui joue presque pas de la saison, ouais. Et puis après, j'ai regardé aussi leur temps de blessure. C'est horrible. C'est que il y en a un qui part en blessure, il revient dans l'équipe, un autre se blesse, il revient dans l'équipe, un autre se blesse, et du coup, en fait, t'as jamais ton 5 majeur Ouais, complet. de tout le début de saison, genre jusqu'à peu près au mois de janvier, début janvier, où ils ont vraiment commencé à trouver leur équipe, leur ok. roster et leurs 5 majeurs, quoi. Mais Et le problème aussi, c'est que les rookies, ils se sont vraiment pas montrés, quoi. non, Quand ça, c'est vrai. cette saison-là. Les rookies de Ouais. cette saison, parce que les rookies de ces 2 dernières années, quand même, de Non, Sacramento, les rookies de ces c'est dernières loin années, d'être des Marvin bonnes. Bagley. je parle de Ouais, cette saison. ouais, cette Soit ils saison, ont c'est vrai signé que le c'est banc, soit ils ont quasiment rien montré. Donc après, on sait qu'ils ont drafté bas, tu vois, parce ils ont drafté à partir du deuxième tour. Donc il y avait qui? Il y avait Brazdeikis, il y avait Justin James et il y avait Marinkovic qu'ils ont drafté. On pouvait effectivement pas s'attendre à grand-chose de ces trois pépères-là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir plein de blessures, c'est assez handicapant. Après, il y a un Bah, problème aussi, c'est peut-être que, en fait, Sacramento, c'est le type d'équipe qui est en reconstruction et qui avait besoin de jouer toute la saison, certes, à un milieu bas de tableau assez décevant par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, mais pour pouvoir justement trouver des rotations pour pallier à ce genre d'absence, pour pouvoir permettre à des joueurs qui ont peut-être un petit peu serré le banc pendant les dernières saisons de revenir un petit peu sur le terrain et de rejouer, de revenir un petit peu au niveau et de faire des choses. Et c'est l'archétype de l'équipe en reconstruction qu'on a envie de voir plus haut, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, la Après, reconstruction moi, de Sacramento, de toute après la façon. saison dernière, et je pense que tout le monde est d'accord tout le monde sera d'accord avec moi, après la saison dernière, vraiment, je les attendais plus haut. Enfin, là, ils sont bah, rattrapés, tu vois, mais je m'attendais pas à un départ comme ça pour bah, Sacramento. en vrai, ouais, et surtout qu'il y a deux facteurs. Enfin, t'as quand même l'apport de Trevor Ariza, tu vois, qui est recruté en début de saison. En vrai, vu comment l'année dernière, ils sont hyper chauds en attaque et qu'ils ont une défense catastrophique, tu te dis, bon, bah, Trevor Ariza, c'est un daron. Eux, c'est une D'ailleurs, on équipe de s'est tous jeunes. dit pourquoi ils se barrent des Rockets, parce que les Rockets, ils Ouais, ont pas besoin d'un défenseur en moins, quoi, tu vois. ouais, et puis surtout qu'il a fait une saison tellement Il est dégueulasse parti des avec les Wizards. Sacramento. Ouais. Il est parti des Wizards, Ariza. Il est Oui, c'est parti. vrai Ah, qu'il a fait. Il a Oui, fait oui, pardon. Rockets, Phoenix, Wizards, et après il est Ouais, arrivé c'est ça. il est arrivé aux Kings après. Ouais. Et là, maintenant, il est aux Blazers, pour donner un peu la. Oui, il est bien mieux d'ailleurs. Oui, oui, il est bien meilleur. Mm. Bah, de toute façon, moi, j'ai fait un petit peu une revue de l'effectif de Sacramento. Et effectivement, hein, ce qui ressort beaucoup, c'est que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, le meilleur joueur de l'équipe sur lequel je pense l'équipe va se construire pour pouvoir prétendre au playoff, voire plus ces prochaines années, c'est De'Aaron Fox. Et déjà, De'Aaron Fox, cette année, Ouais, c'est un tiers de la saison manquée. C'est ouais. 21 matchs manqués. Marvin Bagley, c'est 3 quarts de la saison manquée. Et Marvin Bagley, je pense qu'à terme, ils vont essayer d'en faire leur deuxième ou troisième option dans l'équipe. Mm, mm. Alors, c'est pas un monstre en défense et qu'il n'a pas forcément la typologie d'un intérieur intimidant en attaque, en défense. Par contre, en attaque, c'est vrai que Marvin Bagley, ça reste quand même du assez lourd. Il a encore quand même, il a encore quand même, ouais, il a encore quand même son shoot à 3 points développé. Parce qu'il a, tu vois, cette saison, il tourne à peine à 20%. Après, bon, on sait que les intérieurs, généralement, qui ne shootent pas, c'est pas forcément très bon pour la suite. Mais après, Marvin Bagley, il y a quand même un certain toucher, je pense, offensivement, qui fait que, voilà, à terme, ce ne sera jamais un grand shooter à 3 points, mais s'il peut tourner entre 30 et 35%, ce sera déjà pas mal. Après, il y a quand même des bonnes surprises cette année, notamment Bogdan Bogdanovic qui confirme, je pense, le fait qu'il soit vraiment titulaire NBA et non pas remplaçant. Après, ça se fait au détriment d'un joueur qui, par contre, devrait l'être aussi, qui s'appelle Buddy Hield. Je pense que pour moi, cette saison, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit sur le banc avec un nouveau coach, alors que l'année dernière, l'équipe marchait très bien. Bah, gros, vraiment, je voulais pas en parler, mais lâche la bombe, hein. Vas-y, rentre-lui dans le lard, hein. Vas-y, donc pour moi, Luke Walton, c'est pour moi la plus grande déception en fait de Ah l'équipe ouais, de ouf. parce qu'il y avait un fond de jeu l'année dernière qui marchait très bien et pour moi, il a voulu revenir à un nouveau style de jeu où alors certes, c'est vrai que ça court vite, ça attaque beaucoup, mais par contre, défense, c'est vraiment cata.
Ils ont recruté, justement, on disait des joueurs cet été qui allaient dans ce sens. Donc, tout ce qui a été du Trevor Ariza, du Dwayne Dedmon. Donc, on a pu voir l'apport de ces joueurs sur le terrain. C'était inexistant, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de temps de jeu. Là, je peux vous citer les temps de jeu. Un Dwayne Dedmon tournait à 16 minutes par match et un Trevor Ariza à 25. Ça devait être censé être des vétérans qui devaient apporter de la défense à l'équipe. Finalement, on les a très peu vus sur le terrain. Et quand ils y étaient, ils n'étaient pas vraiment impliqués. Parce que c'est vrai qu'après, c'est beau de signer des joueurs, mais si on ne les implique pas dans un projet, je ne vois pas ce que ça peut réellement apporter à terme. On a pu voir aussi des joueurs comme Harry Giles. Par contre, Richard Holmes aide des bonnes surprises. Mais voilà, Harry Giles, c'est un vrai joueur. Voilà, Ouais. après, mais pour moi, ce sont des joueurs qui sont très jeunes. Et quand tu es qualifié en playoff à l'Ouest, quand tu as des joueurs qui jouent autant, pour moi, ce n'est pas un problème, mais tu ne vises pas les playoffs. Là, aujourd'hui, il faut regarder, quand je regarde les 5 premiers joueurs de l'équipe, que ce soit au niveau du scoring ou du temps de jeu, au niveau des répartitions, entre guillemets, des tâches de basket, tu as D'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Bogdan Bogdanovic, Marvin Bagley. Ces mecs-là cumulent à eux trois plus de 50 matchs manqués pour blessure. Donc, À eux 3, t'en as cité 5. Voilà. Le fait que nouveau coach, avec pour moi, je pense, un style de coaching à parfaire, beaucoup de blessés, et puis voilà, ta star numéro 1 qui manque un tiers de la saison, quoi. Je veux dire, D'Aaron Fox, quand il n'est pas sur le parquet, j'ai regardé quelques matchs de Sacramento cette saison, c'est le jour et la nuit. J'adore Corey Joseph, qui a pu faire quelques matchs aussi, mais Corey, voilà, c'est un meneur remplaçant, et c'est pas un meneur titulaire en NBA. En tout cas, c'est un parfait backup. Voilà, c'est pas le meneur qui va t'emmener en playoff, en tout cas. Voilà. Après, en vrai, ils ont une vraie équipe parce que quand tu les mets sur le papier, tu vois, genre, t'as D'Aaron Fox qui serait un peu ton franchise avec Corey Joseph en backup, c'est parfait. Enfin, oui. Tu vois, un mec qui peut organiser dans le second unit, c'est Nif. T'as 2 vrais postes 2, alors que les postes 2, on en parlait la dernière fois, c'est de plus en plus rare. Surtout des mecs qui vont shooter en fin de chaîne comme ça et qui peuvent même organiser le jeu parce que Bogdanovic, il est pas dégueu. T'as 3 vrais postes 3. Moi, j'en ai noté 3. J'ai noté Ken Bazemore, Harrison Barnes, qui prend d'ailleurs beaucoup trop cher. Regardez pas son salaire, gros, c'est insultant. Et Trevor Ariza, mais bon, qui est parti. Et après, il y a que le secteur intérieur où c'est un peu laid, je trouve. Moi, Marvin Bagley, tu vois, tu l'as dit, c'est pas un défenseur de raquettes. Richaun Holmes, qui vient des Suns, j'aime son investissement, on va dire, mais des fois, il a un peu de just, quoi. Mais sinon, ils ont Bjelica, mais bon, tu vois. En fait, pour moi, tu vois, les joueurs qu'ils ont à l'intérieur, c'est, tu vois, même Marvin Bagley à terme, tu vois, même quand je te disais, je le voyais en 2e ou 3e option, tu vois. Après, c'est s'il arrive à pousser un peu, à exploiter tout son potentiel. Mais même à terme, je me dis, si vraiment Sacramento veut vraiment jouer les premières têtes de la ligue, Marvin Bagley, c'est un 6e homme. C'est pas un mec que tu peux mettre dans ton 5 parce qu'il défend pas un pélos, quoi. Et quand tu regardes que ton poste 5 titulaire, c'est Richaun Holmes, j'aime beaucoup Richaun Holmes, mais c'est un énergisateur que tu mets en sortie de banc, quoi. C'est pas un mec. Ouais, grave. Montrezarel. Comparo. Ouais, mais franchement, j'adorerais cette idée. Tu vois, un Montrezarel dans la raquette, tu vois, à côté d'un D'Aaron Fox, tu aurais un super tandem. Ouais, mais ça ressemble, les deux profils se ressemblent. C'est pour ça que j'allais dans ton sens en comparant les deux joueurs. Rich Holmes, quand même, il fait du bon boulot, mais c'est vraiment un energizer, quoi. Ça ne doit pas dépasser les 25 minutes, quoi. C'est clair. Exactement. C'est clair. Après, je pense que tu as un peu tout dit, Flo, notamment sur le coach. C'est ce que j'avais surtout noté. C'est que l'année dernière, Dave Joerger, il avait réussi à installer un truc qui est vachement important en NBA, c'est quand même l'identité. Et donc, tu mets de la pace, vraiment, tu fais du run and gun et tout, machin. Ok, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que tu pars avec Luke Walton, qui n'est pas un anti-coach de pace, mais qui est surtout un coach qui a des gros problèmes avec les rotations et dans un effectif aussi homogène que celui des Kings. Je veux dire, il n'y a personne qui surnage vraiment, peut-être à part D'Aaron Fox. Ouais, c'est compliqué. Je trouve ça dommage en fait d'avoir pris Corey Joseph en backup simplement dans cette histoire de pace là parce que tu as vraiment une grosse rupture entre ta première et ta seconde unit dans le sens où quand tu veux jouer vite avec D'Aaron Fox et que tu joues après avec un backup qui est quand même de l'école Spurs Indiana donc qui est pas du tout qui est totalement en rupture avec ce jeu de vitesse et ce jeu de transition offensive, bah ça tranche et du coup dans tes rotations c'est hyper difficile de mettre de la continuité parce que tu as deux styles de jeu qui s'opposent totalement en fait. Donc, Corey Joseph, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un bon manieur de ballon
des fois qui a un peu de mal sous la pression, mais voilà, c'est quand même un bon joueur référencé en NBA qui est un bon backup, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais je trouve qu'il y a il y a une addition générale de bons joueurs, mais que ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas faits pour fonctionner dans le même profil dans le profil tactique, tu vois, dans la pérennité du jeu que tu veux mettre tout au long de la saison. Je trouve qu'il n'y a pas la cohérence nécessaire. Quand tu fais jouer De'Aaron Fox avec Richaun Holmes, avec Marvin Bagley, etc., même avec Bogdanovic et Buddy Hield, c'est hyper cohérent. Même avec Harrison Barnes, c'est un peu en chef de meute, etc. Mais quand tu veux rajouter un Dwayne Dedmon qui est en défense juste un bon contreur, mais qui le reste du temps, c'est quand même Joe la tête en l'air et puis hyper passif sur les pick and roll et sur les pick and pop aussi. Enfin, le mec, tu lui fais faire 1 mètre de recul et 2 mètres d'accélération. Franchement, tu as le temps de shooter 10 fois. Quoi. Enfin, c'est un délire de Dwayne Dedmon. Hein. C'est un bon contreur, mais c'est tout. Mais je trouve que l'effectif, en fait, n'est pas cohérent dans son ensemble sur les profils. Mais du coup, si je comprends bien ce que tu dis, en gros, tu gardes Bogdanovic, tu gardes Fox, tu gardes Bagley, tu gardes Barnes et tout le reste, tu jartes. Buddy, Barnes, faut le jarter, les gars. Enfin, en vrai, moi franchement, en tant que Dallas Mavericks, j'étais tellement content de vous refiler le contrat, de vous refiler. Personne n'aide pour Sacramento, mais de lâcher ce contrat qui prenait beaucoup trop de place parce qu'il y a eu une hype de ouf quand il est sorti de Golden State avec ce joueur. Mais en vrai, à aucun moment, moi je sais que c'est pas le joueur du tout qui fera passer un cap. Et pourtant, tu vois, il prend 24 millions sur l'année, tu vois. C'est quand même hyper cher pour. Après, c'est un contrat qui est dégressif et tout, donc ils ont réussi à. Ouais, mais 24 millions quand même, ça fait rush. Hein. C'est 100 millions pour les 4 prochaines années, Harrison Barnes. Alors après, tu vois, on va parler un peu stats, tu vois, c'est à peine 15 points, à peine 5 rebonds, à peine 3 passes. Du 25 millions, tu vois, je fais ok, il y a du leadership, il a gagné un titre, le mec. Ça fait un peu cher. Moi, tu vois, aujourd'hui aussi, le problème que j'ai un peu oublié de citer, moi, je comprends pas, c'est la mise sur le banc de Buddy Hield. Je pense qu'il y a un problème avec le coach, encore une fois. Buddy Hield, c'est quand même du 20 points par match, c'est quand même le top 5 shooter à 3 points NBA. Il a gagné d'ailleurs Grave. Le concours à 3 points. Magnifique concours d'ailleurs. Voilà. Et pour moi, en fait, tu vois, tu pourrais faire une triplette un peu. Bon, ça serait un peu petit, tu vois, mais tu peux te faire un Buddy Hield, Bogdanovic et De'Aaron Fox. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de tests à ce niveau-là. Alors, bon, c'est vrai qu'après, les 3 joueurs ont besoin de porter le ballon. Mais je me dis, tu vois, quitte à arriver dans une nouvelle équipe, tu vas installer un nouveau système, je dis, prends des risques et tu fais jouer ces 3 joueurs-là, quoi. De ouf, je suis hyper d'accord avec toi. Il n'a pas forcément sa place dans l'équipe. Mais bon, après. Il n'a pas de temps de jeu, c'est ça que tu dis ? Qui ça ? Buddy Hield, disons que là, tu vois, il tournait entre guillemets à plus de 20 points par match avant le All-Star Game. Après le All-Star Game, tu vois, il tournait à 16 points sur le banc. Donc, tu vois, tu te dis quand même… alors que c'est un mec que tu as signé pareil, tu lui as fini le contrat plus de 20 millions l'année. Il y a 26 millions l'année prochaine, ouais. Ouais, tu vois, donc en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'il prolonge des joueurs que le coach ne fait pas jouer ou en tout cas sur lesquels il ne veut pas construire. Donc, tu fais en fait, à partir de ce moment-là, quand tu as ton deuxième, troisième meilleur joueur qui fait la tronche, comment tu veux t'en sortir aussi, quoi. Je pense qu'il y a de toute façon, c'est toujours ce gros problème qu'on a vu à Sacramento, c'est l'équipe dirigeante, je pense, qui, année après année, nous prouve qu'ils n'ont pas les capacités ou les compétences, pour moi, pour ramener l'équipe en play-off, en tout cas. Mais moi, j'ai vu un truc comme quoi, en fait, justement, ça fait du bien que tu parles de l'équipe dirigeante, parce que j'ai vu un truc comme quoi, en fait, Vlade Divac, il s'était embrouillé, il y avait des problèmes avec Dave Jorger, l'ancien coach qui était là l'année dernière, qui lui a vraiment réussi à installer une identité et un visage qui est De'Aaron Fox et tu vois à cette équipe-là. Mais ils l'ont changé et ils ont voulu ramener Luke Walton qui est aussi un joueur de transi où ça va très vite et ça lâche devant. Mais j'ai l'impression que tu vois, genre il y a eu pas mal de remises en question sur leur jeu de demi-terrain l'année dernière et ils ont dit sur ces débats-là, ils ont dit que s'ils voulaient vraiment passer un cap, aller en play-off et être dans les 8 ou même mieux, il fallait qu'ils progressent énormément sur le jeu de demi-terrain. Et j'ai l'impression que ça vient d'en haut et que Vladé, il dit en gros à Luke Walton, fais-les taffer en demi-terrain. Du coup, lui, il est fait taffer en demi-terrain alors que c'est déjà même pas son identité à lui en tant que coach. C'est surtout pas l'identité des joueurs qu'il a sous la main, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde marche à l'envers, quoi. Enfin, tu sais,
t'as l'impression que les mecs, ils sont. Enfin, là, j'ai regardé des matchs, il y a des fois où, franchement, ouais, quand t'as pas d'Aaron Fox, sérieux, ça manque de peps. Les gars, ils se regardent. Ils sont Ouais. à 3 derrière l'arc et il y a aucun mouvement, tu vois. Genre, il y a personne qui est solidaire avec personne. Personne n'essaye de faire tu sais, du sacrifice. Genre, on parlait des coupes inutiles, mais au moins tu fais bouger un peu tout le bloc défensif et tout. Là, il y a rien, quoi. Genre, des fois, t'as l'impression de regarder Minnesota, quoi. Ouais, y a C'est pas un peu le même type. Ouais, grave. Pour moi aussi, Moche. le problème que tu as dit aussi, tu vois, le truc, c'est que ça veut jouer sur demi-terrain. Alors moi, j'ai aucun problème. On peut jouer sur demi-terrain aujourd'hui. De toute façon, il faut quand même maîtriser cet aspect du jeu. Mais j'ai aujourd'hui, Aaron Fox. Enfin, moi, franchement, je me dis, putain, je suis coach des Kings et on me dit, joue avec demi-terrain alors que tu me donnes un D'Aaron Fox. Je me dis, putain, enfin, mec, je sais pas. D'Aaron Fox, c'est tout l'inverse d'un jeu sur demi-terrain. Tu te fais jouer comme Jamorant, là. Bah ouais, voilà, tu vois. Trace devant. Toi, Memphis a commencé à rejouer sur demi-terrain alors qu'aujourd'hui, ils ont un Jamorant en meneur titulaire. Tu fais, les gars, Il est capable quand même. Il est plus capable quand même. Enfin, je trouve. Oui, bien sûr, après, il en est capable. Il en est capable, tu vois. Mais tu vois, c'est pas sa qualité première non plus. Tu vois, tu dis, ouais. autant l'utiliser à ses capacités, à son potentiel maximum. Mais bon, ouais. Après, pour conclure, je pense que Sacramento, pour moi, ils ont une bonne équipe. Bon, il y a quelques effectivement contrats qui sont pas forcément, qu'on ne verra pas forcément dans les prochaines années. Je pense qu'ils seront bazardés au profit soit de vétérans ou de nouveaux jeunes joueurs. On verra comment l'équipe évoluera. Il faut faire des choix de toute façon. Il y a trop de contrats similaires en vrai. Il y a trop de joueurs similaires. Exactement. Exactement. Voilà. Mais il y a un problème aussi qui vient un peu plus d'en haut apparemment. Aussi. C'est un problème à tous les étages chez Sacramento depuis des années. Alors, vous aurez remarqué quand même notre participation active avec Mathieu sur le sujet, tout simplement parce que je n'ai pas regardé un seul match des Kings cette année, ni des Wizards. C'est les deux équipes sur lesquelles j'ai fait la passe, l'impasse complètement. Et ça se comprend. J'ai juste une question pour vous. Si ça se stabilise un petit peu l'année prochaine au niveau du coaching et au niveau renverser la situation côté Buddy Hield notamment, est-ce que pour vous, c'est une équipe playoffable? Oui. Ouais, il faut faire les bons choix. Sans les blessures et si tu fais vraiment jouer et t'impliques vraiment ton noyau de joueurs autre chose que sur un style de mi-terrain et que tu joues un peu plus vite, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Parce que l'année dernière, il faut pas oublier qu'ils ont terminé 9e et tu dis cette année, il y a un point de régression, quoi. Donc tu fais bon, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Et après, pour moi, la 8e place, ce serait plus pour des équipes genre Portland, tu vois. Oui. Ouais, mais tu vois, il y en a toujours un qui se casse la gueule, tu vois. Ouais. S'il y en a un qui se casse la gueule, c'est toi qui prends la place, en fait. Tu vois, il y a toujours. Bien sûr, je suis d'accord. L'année, c'est l'espérance. Pour moi, ce serait illogique que Sacramento soit en playoff et pas Portland, par exemple, tu vois. Oui. Même si je dis pas que Portland est playoffable à 100%, mais si tu respectes une certaine. Bon, après, la logique dans le sport, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais... Après, il y a un mec qu'on n'a pas cité, c'est Jabari Parker qui est arrivé, qui est sous-utilisé. Je crois que j'ai regardé ses stats tout à l'heure et il a fait un match depuis qu'il est arrivé à la mi-saison. Mais lui, tu vois, c'est pareil. C'est typiquement le genre de joueur, si tu l'impliques pas, il est nul à chier. Il peut te faire une saison à blanc. Mais par contre, si tu lui donnes un peu confiance, il avait fait quand même des trucs plus que respectables à Milwaukee. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur 2-3 postes. Au moins qui peut défendre sur 2-3 postes. Lui, c'est pareil. Jabari Parker. À Atlanta, il était revenu, il avait des bonnes stats, mais tu regardais les matchs d'Atlanta, c'était presque que de la réception dunk. C'était rien de viable en fait. Tu vois, il montrait rien de sa palette offensive. Alors qu'avant, il avait vraiment un bout de shoot et un tir, etc. Que là, il montre plus parce que il a peut-être plus les cannes et tout, mais il fallait vraiment mettre en perspective les stats qu'il faisait à Atlanta parce qu'il avait beaucoup de passes notamment en l'air, tu sais, de Trae Young et tout, donc c'était vraiment à relativiser, puis c'était des rebonds faciles qu'il prenait, tout, etc. Donc malheureusement, ce mec-là, ses blessures, ça va être compliqué. Écoutez, pour lui, parce qu'il avait un super potentiel. Je m'imagine même à l'époque, il est plus loin que son compère qui joue maintenant aujourd'hui à Golden State. Flo, regarde le grand Manitou là, qui te fait des signes. Il y a le grand chef qui veut s'exprimer là. Vas-y, parle Mathieu. Je voulais dire qu'on va enchaîner. On a parlé un bon moment de Sacramento, mais on va enchaîner. On parlera d'une autre franchise la semaine prochaine. On ne sait pas encore. On vous a posé la question d'ailleurs sur Instagram.
on va voir. On ne dévoile rien, Simon. On va faire semblant qu'on ne sait pas. Non, mais il y a une franchise sur Instagram qui a l'air quand même de tirer son épingle du jeu. Exactement. Mais on ne dira rien d'autre. On ne dira rien d'autre. Vous pouvez aller voir sur Instagram et vous pouvez voter vous aussi pour savoir. Donc si c'est Toronto ou l'autre équipe c'était Memphis. Donc Toronto ou Memphis, on vous laisse choisir. Et on parlera de l'une des deux franchises la semaine prochaine. On va enchaîner avec toi, Antoine, avec ton élucubration. Et du coup, on ne sait pas du tout de quoi tu vas nous parler là. Ça me fait un peu peur d'ailleurs. N'aie pas peur. Lance le jingle, tout va bien se passer. Lance le jingle, c'est parti. Très bien, vous le savez mieux autant que moi, le confinement c'est compliqué pour tout le monde, parfois anxiogène, tout le temps irritant. Et ça pousse beaucoup d'entre nous à commettre des erreurs, notamment découvrir les playlists confinement de ces pseudo-amis contenant entre autres du Amel Bent, Ilona Mitrocet, parce que c'est cute, et du Oubastank. Merde. Ou alors, je savais que ça te ferait plaisir. Ou alors encore découvrir des sections un petit peu obscures d'un site du nom de Pornhub tournant autour des mots-clés trampoline, clou, Rottweiler, nain et Brazilian female. Non. Je vous laisse imaginer le mix. Je censurerai tout ça, c'est très bien. Il a vraiment essayé de chercher la meilleure de toutes les vidéos. Là. Vraiment, quand tu arrives dans ce genre de catégorie. C'est que là, t'es parti dans le dur. Je l'ai fait pour vous. C'est une enquête très profonde. Je ne l'ai pas fait pour moi. Bref, comparé à ça, l'addiction nouvelle de notre cher Alex pour Animal Crossing paraît véritablement innocente. De mon côté, je suis tombé sur une télé-réalité que je ne connaissais pas, mais que mon subconscient soupçonnait fortement d'exister. Je parle bien entendu de l'émission américaine Basketball Wives. Et donc, je m'adresse à vous, les fans de The Last Dance, qui souhaitent faire passer le temps d'ici à la prochaine fournée d'épisodes lundi prochain. Basketball Wives est une émission de télé-réalité dont le principe se rapproche fortement ou même complètement similaire à The Real Housewives of Miami, of Beverly Hills et compagnie. C'est une série d'émissions foireuses. Non, mais ça existe vraiment. Moi, je crois que c'est des conneries. Ou est-ce que tu racontais? Non, ça existe vraiment. Le States, toi. C'est l'histoire. Alors, on vient de le dire, ça se base sur le modèle des émissions Real Housewives of. Donc, ces émissions où les femmes riches de plusieurs villes des États-Unis s'évertuent à perpétuer l'image de la femme trophée, celle qui a un don pour les mathématiques ou plus ou moins dépenser l'argent, en tout cas de son mari, et pas grand-chose d'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais si, il y a des maths, ça maîtrise très très bien les soustractions, quoi. La soustraction, c'est la meilleure combinaison qu'elles utilisent d'ailleurs. Alors, pour la plupart, elles n'ont pas de boulot, sortent des autobiographies dont le contenu se rapproche du néant malgré l'utilisation d'un nègre littéraire. Alors, ne me censurez pas parce que je ne connais pas le nouveau terme qui a remplacé nègre littéraire. Il y en a pas. Okay. Non, ça ne devrait pas exister ce mot d'ailleurs. Très bien, continuons à utiliser cette expression désuète dans ce cas-là, en attendant d'avoir mieux. Et bien entendu, bitcher les unes sur les autres, aussi bien que sur les pauvres qui ne font que se plaindre à leur avis. Et Basketball Wives, dans tout ça, ne déroge pas à la règle, faisant passer une petite poignée de femmes compagnes de Star NBA pour l'ensemble des femmes de joueurs au final. Le pitch est simple. Alors, j'ouvre les guillemets et je vous lis directement le pitch qui se trouve sur IMDb. Un groupe de meilleures amies, femmes et anciennes femmes de joueurs NBA, jonglant entre les succès et le stress de créer un business, se défendent des groupies et à la recherche de stabilité tout en étant femmes de joueurs NBA. Waouh. Ça a l'air exceptionnel. Ah ouais, ça a totalement. l'air exceptionnel, mais ce serait encore mieux avec les Kardashians. Faut qu'elle Mais oui, j'y pensais. Grave. Bah non, ça s'appelle les Kardashians en fait. Oui, il y a déjà une émission qui s'appelle Les Kardashians. Il fallait faire avec les autres en fait. Il fallait laisser de la place. Tu fais un crossover et en plus crossover. Mais en plus, il y en a une qui était femme de joueur. Oui, qui l'est toujours d'ailleurs, je crois, non? Non, mais étant donné qu'ils acceptent les ex-compagnes de joueurs NBA, même pas les ex-femmes, les ex-compagnes, il y aurait peut-être une possibilité de crossover. Tu peux mettre une petite Khloé Kardashian là. Ah non, tu les fais toutes venir, de toute manière, elles sont toutes tapées au moins un joueur de NBA. Voilà, un bon crossover. Allez, on enchaîne, Antoine. Alors, tout ceci n'est bien entendu qu'une excuse pour une foire d'empoigne entre gonzesses qui sont autant amies que le lion avec le cafard et qui ont des enjeux aussi importants que de lancer un parfum dont les subtilités de leur création leur échappent, bien entendu.
On y retrouve les femmes et ex de, je vais vous sortir la petite liste, Michael Olowokandi, Matt Barnes, Antoine Walker, Shaquille O'Neal, Kenny Anderson, Stephen Marbury. Grave. Qui on a d'autres? Bien sûr. Oulala, Len Stephenson. Il a aussi Tarek le mec, c'est génial. Grave. Et c'est le cas. Et on ne va pas vous mentir, le but est avant tout de faire leur promotion de ces femmes-là. C'est pas du tout de laisser la porte ouverte à ce qu'il y ait une vraie vie de femme de joueur, le soutien que tu puisses apporter à ton mari, tout ça. Non, on oublie complètement, alors que ça aurait pu être intéressant. Et pour vous montrer à quel point cette daube audiovisuelle plaît de l'autre côté de la Manche, c'est pour toi Mathieu Sebal. Ouais, c'est ça. Ils en ont fait 8 saisons. Non, mais oui, Et j'avais fait cette vanne en parlant des États-Unis. Et pas réagi. 8 saisons. 8 saisons de cette merde. J'aime beaucoup la soap opéra aux States aussi, c'est un de leurs kiffs. Ouais, non, mais il y a faut pas soap abuser. opéra et des femmes afro-américaines qui ne font que se bitcher les unes sur les autres pendant toute une émission. ça fait ni avancer la cause des femmes, ni avancer la cause des femmes afro-américaines. Ouais, non, c'est à peu près le même genre. Il a cause de la mariage et une lune de miel, tu vois, c'est un peu le même. Ouais, voilà. Mais sur le mariage. Oui, d'accord, mais parle jamais de basket, philo, il n'y a quand même, aucun rapport avec le basket du coup. Ça aurait pu être des. Au final, non, il y a quelques caméos des joueurs que j'ai cités, mais pour autant, non. Ouais, voilà, c'est ça. Tu pourrais penser que tu les verrais côtoyer leur mari au jour le jour, voir ce que c'est véritablement d'avoir épousé ou de vivre avec une star de l'NBA. Non, pas du tout. C'est pour faire leur promotion pour leur petit livre Moi d'abord de merde. On va faire de basketteurs. Les unes des autres, alors que d'après le pitch de l'émission, ce sont quand même un groupe de meilleurs amis. Ah oui. Ah, ok. En vrai, en tout cas, Antoine, t'es mauvaise langue. Ça nous a bien donné envie de Tu regarder. sens leurs livres, ils sont géniaux. On ira regarder en replay tout ça. Ah oui. Je compte sur vous pour nous faire un récap des 8 saisons complètes. On va te faire une émission spéciale. Exactement. En conclusion, réaction, même on ferait des réactions live, tu vois. On peut commenter en live aussi des rediffusions si vous voulez, les gars. Ouais, avec plaisir. Alors, si vous êtes au chômage partiel, que vous êtes fan de NBA et que vous n'avez aucun amour propre, alors foncez sur YouTube et regardez les best-of. Allez, c'est Merci Antoine. Merci Antoine. On va terminer du coup ce live avec live qui n'est pas du tout en live, cette émission avec un quiz comme d'habitude. Et cette fois-ci, le quiz a été fait par notre ami Simon. Le 1 squeeze. Le sim quiz. Allez, mini jingle. Avec le cancer, quel autre signe du zodiaque occidental commence par un C? Le Sagittaire. Le Capricorne. Quel nom se terminant par un K désigne un blouson molletonné? Kayak. Mais non, un anorak. Vous n'êtes pas sans savoir que les playoffs auraient dû commencer il y a à peine quelques jours. Et aujourd'hui, je vous ai concocté un quiz un peu particulier, spécial playoff, parce que je suis un mec original. Première question. Vous parlez pas tous les uns sur les autres, parce que sinon on va pas s'en sortir. Quel système Ouais, non, vas-y, on va se débrouiller. Quelle est la seule franchise à avoir atteint les finales NBA en ayant terminé 8e de sa conférence en saison régulière? Les Knicks. Allez, c'est les Knicks. Ça c'est cadeau. Ouais, c'est les Knicks, effectivement. C'était vraiment le cadeau. Attends. En quelle année? C'était en 99. Putain, il est bon. Non, justement. il est pas bon, il est fan. Ouais, c'était sa dernière finale NBA, donc il s'en souvient, normal. Ouais. Depuis, ça fait quand même 21 ans, hein, tu te rends compte, Chirac était président. Oh la vache. Pour moi, c'est pas si loin que ça. YouTube n'existait pas, les gars. YouTube n'existait pas. Ouais, mais moi, j'étais jeune. Les Pokémon existaient. Les Pokémon existaient, et ça nous permet de relativiser quand même un petit peu. Depuis la mise en place au premier tour du système du meilleur des 7 matchs, à combien de reprises le 8e a battu le premier de sa conférence? Et surtout, qui? C'est pas arrivé souvent. Hein. Bah, je dirais 3 4. fois. 4, ouais. Moi, je dirais. 3 fois. 3. Ouais, 3 aussi. T'as Dallas Golden State, je crois. T'as Memphis. Oui. Oui. Ouais. Non, il y a Warriors Golden State, il y a Warriors Mavericks, il y a Grizzlies Spurs, et le troisième, c'est le plus récent, c'était en 2012. Ah, 2012.
Il y en a eu un en 2007, un en 2011, donc on les a cités. Les Golden State Warriors qui battent les Dallas Mavericks. En 2011, les Memphis Grizzlies qui battent les San Antonio Spurs. Ouais. Et il y en a eu un en 2012. Non, personne là? C'est pas les Bulls? Les Bulls qui se sont fait battre par qui? Par les Celtics. Non, par les Sixers. Par les Sixers, ok. Ah putain, il fallait qu'il place. Mais on le savait en plus qu'il allait parler de Philly. Oui, non, mais c'est un hasard total. Franchement, c'est un hasard total. C'est l'année juste avant le process où tu as après Drew Holiday et André Iguodala qui sont partis. Exactement. Okay. En dehors des finales NBA, j'enlève que les finales NBA, les finales de conférence rentrent dedans, mais en dehors des finales NBA, combien de fois les Celtics et les Lakers se sont rencontrés en playoff? 17 fois. Depuis quand non. Depuis quand Le début. En dehors des finales NBA, t'as dit? En dehors des finales NBA, ouais. En dehors des finales NBA. Combien de rencontres de playoff c'est pas possible, ils sont pas de la même conférence. Bah oui, c'est qu'en finale du coup. Ouais, alors le chiffre que j'ai. Mais non, mais attends, putain, non, mais j'ai mal formulé ma question. Non, mais oui. Mais en fait, oui. Sinon, c'est 0, quoi. Ouais, bah, voilà, allez, hop. C'est une question Mais non, mais je vais vous avouer quelque chose. J'ai fait les 3 premières questions. Non, mais en fait, j'ai fait les 3 premières questions de ce quiz. Il devait être 1h du matin après avoir préparé les news hier. J'avais la tête dans le fion, je les ai pas relus depuis. Donc, enchaîner derrière sans les relire. Voilà. Gina, tu vas donc, au final, on va couper. Alors, la bonne réponse, c'était 0. Merci. Non, la bonne réponse, c'était 0. En 1994, le meilleur bilan à l'Ouest est détenu par les Seattle Supersonics. Et pourtant, ils vont tomber dès le premier tour. C'est la première fois de l'histoire qu'une franchise première de conférence tombait à ce stade. Mais c'était face à qui? Denver. Oh putain, il est bon. Ouais, Denver, parce que c'est l'année, je crois que c'est l'année où Mutombo il défonce Sean Kemp, un truc comme ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'était en sortant Non, c'est pas en sortant du lockout, si je dis pas de bêtises, 99 ou c'est 98, je sais pas. Non, c'est 94, non? 94. Ouais. 94, c'est ça. Non, alors, rien à voir. J'ai dit une connerie. Dikembe. Question suivante. Quels sont les 3 coachs à avoir remporté le plus de victoires au total en playoff? Phil Jackson, déjà. Popovich. Jerry Sloan. Non, pas Jerry Sloan, il est pas dedans. Non. Il y a Phil Jackson aussi. Ah bah Pat Riley. Et sachez que Pat Riley et Greg Popovich sont juste à une victoire les uns des autres. 171 et 170. Ouais, donc toi, peut-être, c'est Pat Riley. Ouais. Et Phil Jackson est loin devant à 229. On va vous dire qu'il y a de quoi voir. Ouais. Quelle est l'équipe à s'être qualifiée le plus rapidement en playoff et au bout de combien de rencontres? C'est Golden State en... Non, c'est Golden State en 2014, non? C'était Golden State. C'était Golden State. C'est les Bucks de cette année. Les Bucks de cette année. S'il y avait eu playoff cette année, ça aurait été les Bucks, effectivement. Oui, ils ont battu le record de Golden State. Avec 2 rencontres, deux rencontres d'avance. 56 rencontres pour les Bucks contre 58 pour les Warriors et ça s'est joué à un jour. 2014 Golden State, moi je suis en teubé, moi. C'est 2014. Non, c'est 2014, c'était les Spurs. Quel bouffon. Lors des playoffs 2001, les Lakers réalisent un parcours quasi parfait et encore jamais égalé avec une seule défaite en finale contre les Sixers d'Allen Iverson. Mais quelle équipe rencontrait les Lakers au premier tour de ces playoffs 2001? Oh putain. Utah? Non, c'est pas Denver? Non, c'était après Denver. Premier tour. Hein. Attends, premier tour. Playoff 2001. Houston? Non. Phoenix? Non. Sacramento? On va tous les faire. Dallas? San Antonio? Non. Les Clippers? Les Clippers, ouais. Non. Putain. Quoi? Les Sonics? Seattle? Non. Attends, Seattle, c'était pas mort à l'époque? Non. En 2000, c'est explosé là. C'est arrivé 2, je crois. Kevin Durant a joué quand même un an à Seattle, gros, avant que. Putain, mais on a fait toutes les équipes. Oh putain, c'est 2010. Memphis. Non. Les Timberwolves. Non. Minnesota, c'est l'Est. Portland. Non, c'est West. Ah, Portland peut-être. Qui a dit Portland? en premier? Putain, il restait que. Et... je t'entends pas, Mathieu, je suis désolé. Ah putain, Et point pour Mathieu, du coup. Quoi? Et ça a eu 3 fois que j'ai dit Portland, moi, depuis tout à l'heure. Ah, mais t'as qui en 2001 à Portland? T'as Marcus Camby? Non, Marcus Camby, ça arrive un peu plus tard, non?
2001, ouais, tu pour moi, devais avoir c'est quoi? pas- Tu devais avoir du. Ah non, j'allais dire Franchement, je sèche à mort là. Je sèche à mort. T'avais Rod Strickland, tu sais, comment il Ah s'appelle aussi? putain, ouais. T'avais pas Jerry Stackhouse aussi, vite fait? Jerry Stackhouse, t'avais des trucs comme. Comment il s'appelle Oh, aussi? putain, la vache. Le joueur qui a joué à Toronto par la suite, mais qui a été drafté par Portland. Un tout petit meneur, mais j'ai plus son nom. Mais c'est pas Franchement, grave. elle me parle pas du tout cette équipe. On va chercher ça tranquillement, mais retour, si vous le voulez bien, sur un match fou du premier tour des playoffs 2012 qui opposait les Clippers aux Grizzlies. Les Clippers de Los Angeles remontent un retard hallucinant en moins de 8 minutes pour au final gagner le match. De combien de points était ce retard? 23. 30. C'est pas 23, mais c'est pas loin. 27, non? C'est pas 27? C'est pas 27 non plus. C'est plus, non? C'est pas 19. 29, c'est moins. C'est plus 19. que 19. 21? C'est plus que 21. Ouais, c'est 22 alors. 22. C'est plus que 22. 23. T'as 24. dit moins de C'est 23? plus, c'est 20, qui a dit 24 en premier? Je crois que je l'ai entendu en bas, ouais. Antoine. Bien joué. Bah non, mais 24 points en moins de. En 24 Là, j'ai points aucun mérite. en- Là, j'ai aucun mérite. 24 J'ai points dit en moins 23, de 8 minutes. En moins de 8 minutes et gagne le match finalement. Ouais. Toujours pendant ces playoffs 2012, une équipe se fait sweeper dès le premier tour, devenant l'une des seules équipes championnes en titre à se faire sortir sans remporter le moindre match dès le premier tour. Quelle Ah, année c'est Dallas. San Antonio? Dallas. San Antonio? Dallas. Non, c'est Dallas. Ah, c'est Dallas? Parce qu'on est Ah, champion en putain, ouais, 2001. 2001, je suis un ouf. On est champion en 2011. Ouais. Dallas. Enfin, dernière question. Quelle équipe détient le triste record du plus grand nombre de défaites consécutives en playoffs? New York. Consécutives. C'est New York. Ça, c'était juste pour être méchant, en fait. Attends. Combien de défaites consécutives en playoffs? Allez-y. Allez, 20. Non, abuse pas non plus. 5 sweeps. Ça fait Allez, ça 5 dégage. ans. 14. C'est plus que 11. C'est moins que 14. 5 14. sweeps. C'était 12. 12 Non, c'est 13. 13. 13 matchs. 13 C'est matchs. 13. 13 défaites consécutives en playoffs. Sale, quoi, c'est sale. Les gars, Enfin, l'année dernière. Hein? Cette équipe était en playoff l'année dernière pour avoir un petit indice. Mais on a Comment trouvé. en fait. ça? Non, on a trouvé. c'est les Knicks. C'est les Knicks. C'est les Knicks avec 14. 13 défaites consécutives. Bon, c'est Et de la c'est merde tout pour ton moi. quiz. Les gars, par Merci, contre, on a tous le droit à un gage pour pas se souvenir d'au moins un joueur de Portland 2001 parce que là, je suis allé regarder. Scottie Franchement, Pippen. on est des. Il n'y a plus Drexler, hein. Scottie Non, Pippen, non, Zach Randolph, les gars. Putain, ouais, waouh. Petit Steve Pippen, on Kerr. vient de voir ça. Steve Kerr, les gars. Picard, je savais pas par contre. Sean Kemp. Sean Kemp, les mecs, putain, on se souvient pas de lui. Ah ouais, je. Et Après, en même non, temps, en vraiment. 2001, moi, Moi, je te Et jure, Rachid pas Wallace, les mec. années que je maîtrise. Non. tu vois. C'est quoi cette équipe? Avec Mec, c'est l'équipe Non, mais Ouais. c'est l'équipe. Waouh, putain. C'était en 2001, mais en de 2001, malade. hein. le FC Nantes était champion de l'époque France. des Jay Blazers. Mais Ah si, ouais, c'est c'est ça. vrai. C'est ça, c'est Ouais. ça. Non, Ouais. le pire, c'est que sur les playoffs de l'année d'avant, tu sais, c'est le fameux match avec les Lakers qui remontent et le fameux alley-oop de Kobe pour chaque et tout. Enfin, genre, Ouais. Ouais, de ouf. c'est hyper connu en fait. Putain. Ouais, c'était la même équipe. Le gros bug. On l'a tous eu ensemble, au moins, c'est cool. Exactement. Bon, merci en tout Ouais, cas grave. merci Simon pour ce quiz. Tu as Je vous en prie. bien fait ton remplaçant pour remplacer Gina en fait. Voilà, la phrase n'est pas du tout. Ah, tu vois, il fallait que je fasse une connerie comme fait Gina en plein milieu de son quiz. Je l'ai faite. Voilà. Et- Ouais, ça, elle était très belle ta connerie. En tout cas, cet épisode est terminé. Un grand merci à vous les gars. Un grand merci à Clément aussi de Café Crème Sport. Merci les gars pour j'espère, l'invitation. Merci, t'en voir, Clément. peut-être bientôt. Merci, c'est Clément. cool. Merci à toi, gros. Avec plaisir, Bah, c'était parfait. super. Et donc un grand merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez regardé en entier, ça fait plaisir. On vous invite à nous suivre du coup sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et maintenant du coup YouTube, et où on fait pas mal de posts et on vous pose des questions. Vous pouvez aussi nous envoyer toutes vos questions. On y répondra du coup dans ce live, donc il n'y a pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut. On vous embrasse, Ciao. prenez soin de vous. Ciao. Salut. Salut.